Auditeurs, auditrices de Radio Gabon, bonjour, bonsoir, c'est souvent vos heures d'écoute. Bienvenue à Gabon Santé, votre tribune consacrée aux questions de bien-être et de santé. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Mourat Poiraz, qui voudra bien plus amplement se présenter. Je m'appelle Murat, je viens de Turquie. Je suis directeur général de la société Meden Travel, qui est une société spécialisée essentiellement pour des patients venant d'Afrique, venant recevoir des traitements et soins médicaux en Turquie. Je suis Liliane Anieng Mendom, à mes côtés pour la conduite de cette émission, Greta Matsonga. Greta, la première question qui nous vient donc à l'esprit, c'est de savoir comment présentez-vous Meden Travel? Alors, Meden Travel, c'est une structure à taille humaine qui est spécialisée dans l'accompagnement des patients africains dans le cadre de traitements ou soins médicaux. Nous sommes basés à Istanbul. Nous sommes une société qui a été créée il y a 3 ans avec 5 collaborateurs et des traducteurs que nous mettons à disposition de nos patients. Donc une société qui est agréée par le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme turc, dont la principale priorité est d'accompagner les patients venant d'Afrique d'une manière tout simplement humaine et également d'une manière où ils se sentiraient comme s'ils étaient à la maison. Et quels sont les différents services proposés? Alors, concernant nos services, nous avons 2 volets. Nous avons un premier volet médical. Donc, c'est toute cette partie où les patients viennent nous voir avec 2 types de profils. Donc, vous avez un type de profil de patients qui nous disent: «Écoutez Mourad, moi je n'ai pas de maladie concrète, je veux juste faire un bilan de santé». Donc quand c'est comme ça, nous leur proposons des paquets de check-up standards ou exécutifs en fonction de la quantité d'examens et de consultations qu'on leur propose. Et nous avons également d'autres patients, d'autres profils de patients qui viennent nous voir en nous disant: «Écoutez, moi, j'ai un diagnostic qui a été posé dans mon pays. On me propose une intervention, mais je voudrais avoir un deuxième avis». Et quand c'est comme ça, nous organisons en fait un rendez-vous téléphonique pour pouvoir échanger sur le diagnostic qui a été posé, en leur demandant leur rapport. Nous réalisons également dans ce call, nous remplissons un formulaire médical qui nous permet vraiment d'avoir toute l'anamnèse du patient, ce qui nous permet par la suite, en fait, de partager le rapport traduit en turc et cette anamnèse, ce formulaire d'anamnèse médicale à notre médecin pour qu'on puisse avoir ses recommandations. Alors, avant de m'envoler pour la Turquie, j'aurais certainement des démarches à faire, un visa à obtenir. Comment ça se passe? Qui le fait? C'est Made in Travel ou c'est moi-même? Alors, l'idée, c'est qu'on vous épaule à ce niveau-là. Le principe, c'est qu'une fois, par exemple, qu'on vous a envoyé votre devis ici et que le devis est validé, nous avons évidemment des modalités à respecter au niveau des conditions générales de vente. Une fois que toutes ces modalités sont respectées, nous vous préparons en fait une lettre d'invitation et une réservation d'hôtel. Ça, c'est le point le plus important, qui donc sur ces lettres de lettres d'invitation et réservation d'hôtel, nous mentionnons des dates, qui doivent être en corrélation avec le billet d'avion que le patient, achète, ou fait sa réservation à ce moment-là aussi également. Ça, c'est un point très, très important. Malheureusement, à distance, nous ne pouvons pas faire les démarches, de visa. Avant, effectivement, c'était un peu plus simple. On avait une demande de visa en ligne qui permettait tout simplement de rentrer les informations nécessaires et de payer et d'avoir un visa sur 15 jours ou 3 semaines. Actuellement, tous les patients en provenance d'Afrique doivent aller déposer leur dossier au consulat turc du pays concerné. Cependant, dans cette continuité, une fois que la lettre d'invitation est préparée et la réservation d'hôtel est préparée, nous envoyons aussi un email au service visa du consulat du pays concerné pour pouvoir informer les administrateurs du consulat pour faciliter la partie obtention. Alors, pour rester encore dans la présentation de Made in Travel, est-ce que votre structure est homologuée par le ministère de la Santé turc? Parce que nous avons des arnaques que nous en connaissons, des structures qui n'existent nulle part. Nous en avons parfois vu aussi. Bien sûr, bien évidemment, ça c'est depuis le début, depuis la création de l'entreprise. C'est-à-dire que nous-mêmes, avant même de créer notre entreprise, nous avons mis 6 mois pour pouvoir obtenir ces accréditations. Donc au niveau du parcours juridique de prise en charge de patients internationaux, tout est très bien régi par la loi turque. Donc vous devez être dans un premier temps agence de tourisme rattachée au ministère du tourisme turc avec un certain nombre de critères à respecter, des formations qui sont aussi réalisées en amont, des diplômes que vous devez leur soumettre. Par rapport à la partie santé et ministère de la santé, c'est de la même manière. Donc un certain nombre de critères à respecter, qu'on
qu'on soumet au ministère et c'est un process qui met quasiment 6 mois. Donc depuis le début, nous sommes agréés et nous travaillons uniquement aussi également avec des hôpitaux et des médecins qui ont le droit de recevoir des patients internationaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, effectivement, vous allez voir plein de pages internet avec des influenceurs, des influenceuses qui vont partager plein de posts, qui travaillent malheureusement. Il y a quand même un énorme business qui se fait sur Oui, tout ça. oui, Et oui, effectivement, la partie financière, malheureusement, prend le dessus. oui. Donc, même parfois, certains hôpitaux qui sont finalement eux-mêmes rigides sur le ministère de la Santé turc, mais pas aptes à à prendre en charge des patients étrangers, proposent ces services-là. Alors qu'en cas de souci, en cas de complications, tout ça, c'est un gros problème. Nous, malheureusement, on ne peut pas prendre le risque à ce niveau-là. On l'a jamais pris depuis le début. Donc, on touche du bois. On n'a pas eu de problème non plus, mais tout est régi. On a un contrôle tous les 3 mois de la part de chaque ministère qui vérifie vraiment tous les documents qu'on transmet à nos patients, la partie comptable aussi également. Ils nous demandent de garder minimum pendant 5 ans sur format papier tous les documents signés par les patients et aussi sur le digital d'une manière, définitive pendant toute la vie de la structure. Et vous travaillez à peu près avec combien de structures? Alors, en termes de structure, nous travaillons uniquement justement avec ces structures qui sont agréées pour pouvoir accueillir ces patients internationaux. Donc, on a à peu près une vingtaine d'hôpitaux privés en Turquie. Malheureusement, le public ne prend pas en charge des patients étrangers. Donc, ce sont que des structures privées avec un niveau de standing, franchement, pour pas vous dire mieux, au niveau standing européen. Ça, c'est clair et net, que ce soit en termes de plateau technique, en termes de qualité de médecins. La plupart ont déjà étudié à l'étranger, ont travaillé à l'étranger, sont revenus et parfois certains sont francophones, la majorité à 99% sont anglophones, mais c'est là où nous, justement, sur cette partie langue, on prend le relais dans tous les cas, on intervient. Et donc, on a ces hôpitaux-là. Nous avons également des médecins, de la même manière, qui ont leur propre cabinet et qui sont également agréés par le ministère de la Santé pour recevoir des patients internationaux avec lesquels on travaille. C'est-à-dire, par exemple, nous pouvons avoir très bien un chirurgien urologue qui a son propre cabinet et qui opère dans ces hôpitaux avec lesquels nous travaillons aussi également. Donc, et ça, c'est nous qui le déterminons en fonction de la spécialité, en fonction du travail et du cahier de charge qu'on a émis et qu'on note sur nos médecins et les hôpitaux également. Donc, on gère vraiment en fonction de la demande, en fonction du besoin et aussi en fonction du budget, évidemment. Donc, on propose souvent des alternatives à chaque patient, notamment sur la partie laboratoire et centre de radiologie. On a une dizaine de centres de radiologie et une dizaine de laboratoires ensemble avec lesquels nous travaillons. Et ça nous permet en fait aux patients, pour tout vous dire, sur un cas concret, ces hôpitaux, la plupart des hôpitaux avec lesquels on travaille sont vraiment du haut standing. Donc leurs budgets, parfois, peuvent être un peu élevés. Au niveau tarifaire, par exemple, pour vous donner une idée, par rapport à la France, on est à 20-30% moins cher en Turquie, mais à 30-40% plus cher que le Maroc et la Tunisie, que l'Afrique du Nord. Mais avec un niveau de standing et de service au niveau européen, pour pas dire mieux, clairement. Et du coup, ces hôpitaux-là ont des budgets, des tarifications un peu plus élevés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un IRM qu'on peut faire dans un des hôpitaux avec lesquels on travaille, entre 1000 à 1200 euros, ce qu'on propose ici en alternative à nos patients, on leur dit qu'on travaille aussi avec un laboratoire qui est dans la même zone, où nous pouvons réaliser, je ne sais pas, ça s'appelle l'IRM lombaire, là-bas, pour qu'on puisse revenir le faire interpréter par le médecin. On arrive à avoir des budgets quasiment à moitié prix parce que le centre est spécialisé tout simplement en radiologie et ils gèrent leur activité dans le volume. Donc, et ça, ce qui est important évidemment, c'est par exemple en orthopédie, ça ne pose pas du tout de problème dans la mesure où le médecin interprète le CD. Parfois, ce qui va être aussi important, par contre, quand on a des cas d'oncologie, quand on regarde, quand on fait un IRM abdominal où on va être à la recherche de métastases dans les organes ou de tumeurs, là, parfois, les médecins nous demandent clairement, écoutez, moi, je préférais que vous fassiez l'examen au sein de l'hôpital parce que le radiologue qui va l'interpréter est en contact régulier avec le médecin. Donc, il y a différents profils, différents moments, et on explique ça aux médecins et aux patients pour qu'on puisse souvent lui proposer une alternative, mais parfois, on est un peu obligé de leur faire à l'hôpital, même si le budget est un peu plus élevé, parce que c'est important pour le médecin dans le cadre du traitement. Donc, on essaie de voir ça d'une manière beaucoup plus large. Voilà un peu. Alors, votre structure se dénomme Med & Travel. Mhm. Pourquoi Med & Travel?
Alors ça a été un vrai, entre guillemets «casse-tête» pour nous quand on était en train de préparer notre business plan, en train de travailler sur tout cela. On a listé une centaine de noms. Il fallait qu'on regarde en même temps, à l'ANPI si ça a été, enregistré ou pas, si c'est utilisé par rapport au site Oui. internet, la manière un peu plus facile de l'utiliser aussi à voix orale, med médical, travel, donc voyage en même temps parce que les patients viennent, par exemple, hors cadre médicaux très très graves, oncologiques ou chirurgicales. En vrai, par exemple, j'ai beaucoup de patients qui viennent pour faire un bilan de santé, mais notamment d'Afrique, qui vont aussi faire des courses, en profiter pour faire des courses. J'ai des commerçants qui viennent acheter leurs produits pour pouvoir les ramener. Donc, du coup, il y a aussi tout un volet travel, tourisme et aussi business qu'on arrive aussi à leur proposer. Donc, c'est aussi un peu ça. Et puis, les N, NN, donc tout simplement le and en anglais, qui veut dire et. Donc, on avait trouvé ça à l'époque. Ça me paraît assez simple à prononcer. Et donc, on est plutôt content de ce qu'on a. On peut traduire de façon littérale travel and Médical. medical and travel. Exactement, tout simplement. Parfait. D'accord. Vous avez un meilleur anglais que moi. Alors, Monsieur Mourad, pourquoi la Turquie? Qu'est-ce qui peut emmener un patient à choisir la Turquie et pas un autre pays? Alors, il y a plusieurs choses. La Turquie, dans ces 15 dernières années, l'État a beaucoup investi dans les hôpitaux, que ce soit dans le public, dans un premier temps, ils investissent directement. Dans le privé, l'État a mis en place des politiques incitatives aux entreprises pour pouvoir développer leur structure, pour pouvoir communiquer dans ce sens-là aussi également. Bon, pour le moment, nous, en tant qu'agence, on n'en profite pas parce que c'est vrai que ce sont des délais longs, mais l'État a mis énormément d'investissements à ce niveau-là. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un troisième point, c'est le marché intérieur. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler de la Turquie depuis des années, surtout sur la partie touristique, pardon, même touristique, mais également sur la partie esthétique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui viennent en Turquie, notamment dans les pays européens, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, pour réaliser tout ce qui est soins d'implants capillaires, soins esthétiques pour les liposuctions, pour les enlèvements de graisse, les BBL, ce genre de choses. Et en même temps, c'est qu'à un moment donné, le marché commence je ne vais pas dire se terminer, mais il y a de plus en plus, du coup, il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de cliniques qui rentrent dans ce secteur-là. Et quand il est question de développer encore un peu plus, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la partie esthétique, ok, il y a déjà beaucoup d'acteurs, maintenant sur la partie médicale. Et il y a un besoin à ce niveau-là, notamment de notre côté concernant l'Afrique, c'est que jusqu'à maintenant, beaucoup de pays africains allaient en Afrique du Nord, en Afrique du Sud aussi également, donc, enfin, du Sud, le pays en lui-même, et puis le Maroc, la Tunisie. Et actuellement, le Covid a été aussi un impact parce que, avec les difficultés à avoir des visas, les frontières fermées, donc la Turquie a été finalement une point charnière et aussi d'alternative ces 3-4 dernières années sur la partie médicale pure. Et ça, c'est important. Après, ce que je pourrais dire, c'est ce côté un peu touristique, mais aussi business qui attire beaucoup. Parce que les gens, comme je le disais tout à l'heure, viennent finalement en profiter pour faire des achats. Donc, la Turquie a de forts secteurs textiles, en production pour les matériaux de construction, notamment beaucoup de personnes viennent acheter quand ils construisent une maison ou même pour beaucoup d'autres secteurs. Donc, c'est tout en un. Disons que ça, ce sont des facteurs qui jouent clairement à ce niveau-là. Et puis, pour être transparent, je suis quelqu'un qui a grandi en France donc j'ai vécu pendant 24 ans, je me suis installé à Istanbul depuis 10 ans. Je suis issu de l'immigration et je sais comment est le système européen et français de la santé et comment on est traité aussi également en tant que personne issue de l'immigration. Et moi, je le vois beaucoup avec mes patients qui me disent, nous, effectivement, on allait en France, mais c'est pas évident. Des fois, à l'hôpital, que ce soit les médecins, les infirmiers, ne nous prennent pas en charge comme ça devrait l'être, ou comme d'autres citoyens français. Et en Turquie, vous avez une hospitalité qui est très remarquée, clairement. Et parfois, ça passe par des choses toutes bêtes et toutes faciles où on est un sourire quand vous avez une patiente qui vient faire une prise de sang et que l'infirmière vous sourit. Alors que quand les patients voient ce côté un peu plus négatif de plus en plus en France et en Europe, la Turquie, par rapport à ça, ça permet aux patients de se dire bon, bah, finalement, c'est vraiment pas mal et c'est une très bonne alternative.
Alors tout à l'heure, Monsieur Moret, vous avez effleuré la question des soins esthétiques, de surpoids également. Peut-être l'occasion de nous faire part des différents traitements que vous proposez au sein de votre structure sanitaire. Bien sûr, bien sûr. Alors l'idée, c'est que jusqu'à maintenant, on a accompagné à peu près 300 patients en 3 ans. Je peux pas vous dire, de manière détaillée, qui et quoi, parce qu'on n'a pas le temps de gérer toutes ces statistiques, mais on a un panel de services qui est très, très large. En termes de Différentes spécialité, spécialités. donc ça peut aller du simple check-up à des consultations spécialisées, des traitements, et chirurgies cardiovasculaires, Mhm. ophtalmologiques, on fait des chirurgies donc des traitements oncologiques. Donc ça va, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, donc tous les traitements qui vont avec. Des traitements de fécondation in vitro sur lesquels on a énormément de demandes et de plus en plus. Ça, c'est un point important éventuellement qu'on pourrait développer tout à l'heure. Oui. On a des chirurgies bariatriques, donc ce sont pour pouvoir perdre du poids pour les personnes qui sont obèses. Oui. On a des chirurgies hépatiques, notamment les transplantations de reins. Dans 3 semaines, j'ai un patient qui vient du Burkina à ce sujet notamment. Et donc le panel est vraiment très 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 large. Donc ça peut aller, on a de l'orthopédie, c'est tout ce que vous pouvez trouver en termes, tout ce que vous avez besoin en termes de traitement, on arrive à le trouver dans une seule structure. Dans chaque structure, chaque département sont présents. Très bien. Et nous allons revenir sur un traitement particulier. Tout à l'heure, vous parliez de la FIV. Mhm. Si on peut un peu rentrer. Développer un peu plus. Oui, bien sûr. Alors effectivement, les traitements de fécondation in vitro, c'est un sujet qui revient vraiment de plus en plus depuis plusieurs mois. Beaucoup de demandes par rapport à ça. J'ai une patiente pareil congolaise qui sera là le 22 en Turquie que je vais accueillir quand elle va arriver. Et donc effectivement, c'est un cas qu'on rencontre de plus en plus, dû à plusieurs choses, à l'alimentation, tout ce qui est industriel, etc. Et ça, c'est un point moi je me rends compte maintenant vraiment de plus en plus que c'est un vrai sujet de notre temps. Oui. Donc, la fécondation in vitro, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous avez, dans un premier temps, il faut savoir que c'est un très très long process. Donc, il y a à la fois la partie médicale qui doit être très très bien analysée avant même de venir en Turquie pour pouvoir réaliser le traitement. Parce que des patients me disent non, mais écoutez, moi je vais venir, je vais faire un traitement, je vais d'abord, est-ce qu'on peut faire tous les examens pré-traitement là-bas? Le souci, c'est que pour éviter, parce que ça a un coût et ça demande du temps, c'est une présence à peu près de 30 à 35 jours. Donc nous, ce qu'on demande aux patients souvent pour ce genre de cas, donc on fait le call initial comme tout le monde, on prend l'anamnèse médicale, on leur demande leur rapport récent et on leur demande en fait de réaliser un certain nombre d'examens. Donc notamment du côté de la dame, on va demander une échographie utérine, on va regarder si les trompes de Fallope sont bouchées ou pas, on va lui demander de réaliser le test anti-hormone Mullerian qui va nous montrer si les ovocytes sont suffisants, sachant que ces demandes-là viennent de femmes âgées entre 38 et 45 plutôt, et ça nous permet d'évaluer en amont. Donc c'est-à-dire que si le patient surtout en fait n'a pas de problème de kyste ou de myome qui risque en fait d'empêcher le développement de l'embryon, on demande au patient de venir. Une fois que le patient est arrivé, évidemment, l'idée c'est qu'on commence par une première consultation, on fait un état des lieux pour confirmer tous les examens qui ont été faits en amont. Donc, dans le cas où tout va bien, on va commencer un traitement. Le traitement, il commence dans un premier temps par une phase de stimulation ovarienne. Donc cette phase de stimulation ovarienne va durer entre 10 à 12 jours, avec des contrôles réguliers pendant cette période avec les gynécologues qui va mesurer l'épaisseur de l'utérus pour voir d'autres paramètres qui va nous permettre le jour J de préparer la ponction des ovocytes. C'est-à-dire que grâce à la stimulation ovarienne où la patiente va faire des injections tous les jours et le contrôle régulier pendant ces 10-12 jours, on va avoir une journée où la patiente va arriver à l'hôpital où on va faire la ponction des ovocytes. Ce même jour-là, nous avons le conjoint de la patiente qui va donner son sperme et le jour, donc ce même jour-là, une fois qu'on a fait la ponction des ovocytes, on fait la fertilisation. Donc on crée un embryon. Cet embryon-là, pendant 5 jours, est travaillé en laboratoire. C'est-à-dire que pour l'insémination, on ne peut pas inséminer l'embryon du premier jour. Donc on va attendre 1, 2, 3, 5e jour. C'est-à-dire imaginons que le jour de la ponction et de la fertilisation, vous avez 10 embryons. Les patients, des fois, sont trop contents. On dit, je vais pouvoir faire 10 essais ou alors je vais pouvoir inséminer à chaque fois 2 embryons.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ces 10-là, on va attendre pendant 5 jours. Ces 10, au bout du 5e jour, il peut être très bien 8, très bien 6 et très bien 3. Parce que ce sont ceux qui se sont battus en termes Oui, d'embryons et qui sont oui. là, qui sont les plus forts et qui sont de Mhm. meilleure qualité. Parfois, pour les personnes, pour les femmes qui ont plus de 39-40 ans, il y a un certain nombre de tests qu'on propose à réaliser parce que plus l'âge passe, plus la qualité des ovocytes diminue. Oui. Cette qualité qui diminue engendre potentiellement et augmente les risques de maladies génétiques pour l'enfant, notamment les Mhm. trisomies. Donc, Mhm. ce qu'on fait, c'est que le jour de la fertilisation, on prend aussi des biopsies de chaque embryon pour pouvoir mettre de côté, si jamais à la demande du patient, si elle veut faire des tests, on l'envoie en laboratoire. Donc, ça nous permet en fait en 10 jours de savoir s'il y a un problème génétique ou pas. Donc, quand c'est comme ça, on est obligé de congeler les embryons et attendre la fin des résultats avant d'inséminer. Donc c'est un process finalement, on était déjà à 10 jours, 5 jours pour la fin, donc on est déjà quasiment à 15-17 jours. Une fois que les résultats sont arrivés et que tout est bon, on choisit les embryons de qualité pour l'inséminer. Ça se fait à l'hôpital en une demi-journée, en soins de suivi avec une infirmière. Ça se passe sous sédation. C'est un process qui dure franchement 1 à 2 minutes. C'est très très rapide. Et ce jour-là même, le patient rentre à la maison sans aucun problème. À partir de là, il y a encore un traitement qui continue, qui est donné par le médecin, des fois par voie orale, des fois par injection, des fois souvent des anticoagulants à ce niveau-là. Et ensuite, quasiment après transfert d'embryon, on est sur une période de 12 à 13 jours où on fait le premier test de grossesse. Mhm. Voilà. Donc c'est un peu un process assez long sur lequel beaucoup de facteurs jouent énormément parce que vous avez la partie médicale sur laquelle qui est très très important, notamment parmi les tests, je reviens un peu au début, parmi les tests dont je vous avais parlé, il y a les tests vraiment concernant la procréation, mais il y a d'autres tests concernant le corps de la femme, c'est-à-dire que il faut qu'on vérifie le taux d'acide folique, le taux de B12, le taux si la patiente a des problèmes de thyroïde ou non. Notamment, par exemple, là, pour ces patients-là, dans le cadre de traitement de fécondation in vitro, la thyroïde joue un rôle énorme. C'est-à-dire que si la thyroïde ne fonctionne pas bien, les chances de succès s'affaiblissent. Si le taux d'acide folique est bas dans le corps de la femme, la chance que l'embryon inséminé tienne est encore plus compliquée. Donc en fait, c'est vraiment un process qui doit se préparer. Il ne faut pas se dire ah ça marche, on vient en 30 jours. Il faut bien le préparer en amont, pendant, avec un bon suivi, parce que notamment si avant un révis, on voit que le taux d'acide folique est pas bon et que le taux d'embryon est pas bon, il faut absolument qu'elle commence un traitement avant d'arriver pendant 1 mois pour qu'on puisse augmenter, parce qu'on ne peut pas l'augmenter une semaine, tous ces marqueurs-là. Donc il faut vraiment bien le préparer et il vaut mieux faire ça parce que ça a un coût et nous on n'aime pas. J'ai des patients vraiment que je refuse par rapport à ça de venir en Turquie parce que j'ai des gens dans ma famille qui ont fait ça et je maîtrise parfaitement vraiment le rouage. Et si c'était que gagner de l'argent, oui, on peut le faire. Mais à la fin, il y a quand même, il y a vraiment un côté humain qui reprend clairement le dessus parce que la psychologie est trop importante aussi. Si madame, l'épouse et l'homme aussi, parce qu'il y a énormément son rôle à jouer parce que nous, j'apprends le Gabon, hein, donc on a vraiment des choses un peu réciproques par rapport à la vie du couple et à la vie de famille et l'enfant est important. Très Très, très important. important et ça crée de gros problèmes en interne, chez nous aussi. Et finalement, faire quelque chose qui est trop important sans le préparer, ça peut causer de grosses, grosses déceptions en interne. Donc nous, on sait ça, on voit ça et on veut éviter et maximiser. Et par contre, ceci dit, même avec tout ça, des fois, ça ne marche pas tout de suite du premier coup et il y a de fortes chances souvent que ça ne marche pas du premier coup, pour être transparent. Plusieurs essais. Mais l'avantage, c'est que vous avez fait un premier essai de 30-35 jours, ça n'a pas marché. On congèle, on peut les garder pendant 1 an en fonction du budget, etc. Ça se précise, tout est informé à l'avance, hein, tout ça. Et le patient peut rentrer chez elle et revenir 6 mois après pour pouvoir refaire une nouvelle insémination. Mais en 3 ans, vous avez déjà quand même obtenu des résultats. Oui, oui, bien sûr. Alors déjà, en fait, voilà, pour être transparent, moi-même avec mon épouse, on a fait une fécondation in vitro. Au bout du 6e essai, ça a marché. Alors que moi-même j'étais dedans, hein, donc ça fait 3 ans que je fais cette activité-là et c'est pour ça que je vous parle de tous ces aspects psychologiques. Si vous n'êtes pas prêt dans la tête, vous, dans votre couple, si vous n'êtes pas votre taux, mon épouse avait des problèmes de thyroïde, on ne le savait même pas.
Elle a pris un traitement, tout allait beaucoup mieux. Elle a changé son alimentation. Elle avait même de l'endométriose, donc ovaire polycystique. Ovaire polycystique veut dire beaucoup de potentiellement d'ovocytes et d'embryons, d'ovules, mais finalement moins de qualité quand il y en a trop aussi. Donc il y a tout un truc. Les trompes de Fallope étaient bouchées. Moi, personnellement, la qualité du sperme n'était pas au top à 35 ans quand tu fumes. Voilà, donc la qualité de l'hygiène de vie n'est pas forcément top chez tout le monde. Je suis dans le secteur et à chaque fois, c'est vrai que je dis à mes patients, faites attention à ça, je les conseille. Je ne les respecte pas entièrement non plus, pour être transparent. Donc oui, évidemment, je suis l'exemple type du succès et c'est pour ça que je veux qu'on prépare toujours en avant pour optimiser et maximiser la chance. Et pour revenir sur le coût, lorsqu'un patient vient 4, 5 fois pour la même chose, est-ce que les coûts restent les mêmes? Est-ce qu'il y a une petite faveur financière à faire à ce couple qui reviendra plusieurs fois? Bien sûr, bien sûr. En fait, le coût des packages, ce sont des packages qu'on propose aux patients à ça, mais ça varie vraiment en fonction des cas. C'est-à-dire qu'il y a des patients à qui on a différents types de traitements à préparer, donc ça change un peu la donne. Parfois, comme je vous parlais des tests génétiques sont à la demande, et en fonction du nombre de tests que vous voulez faire, tout peut varier. Ensuite, évidemment, il y a un package d'insémination, de fertilisation, etc., et de congélation. Et si jamais elles reviennent, le coût du deuxième séjour pour le travail d'insémination n'est pas le même parce que finalement, il n'y a pas besoin de fertilisation, il n'y a pas de stimulation ovarienne, donc il n'y a pas de. Les embryons sont déjà congelés, donc le budget est moindre la fois d'après. Après, vous avez aussi donc, des facteurs économiques d'inflation, de changements tarifaires au bout d'un an dû à l'inflation également. Donc tout ça, c'est quand même informé. On essaie de tenir au mieux les tarifs qu'on propose. Oui. Si c'est dans des délais de 6 mois à 1 an, mais le patient est informé suffisamment par rapport à ça. On détaille tout vraiment de manière transparente. Alors, Monsieur Mourad, comment se déroule concrètement une prise en charge de manière générale quand le patient arrive en Turquie? Comment ça se passe? D'accord. Alors, je vais vous donner un cas bien précis pour une intervention. Parce que les check-ups, c'est quand même assez simple. Dans le cadre d'une intervention, par exemple, une patiente qui nous a contacté pour une chirurgie, une myomectomie. Voilà, on va encore partir sur la partie gynécologique, donc parce que c'est aussi beaucoup de demandes, la partie les myomes, etc. Donc en fait, la patiente nous envoie, comme on dit tout à l'heure, ses rapports, on réalise son anamnèse, on envoie les recommandations, les rapports au médecin, et une fois qu'on a ces observations, on revient vers la patiente avec le devis détaillé. Donc on précise les recommandations. On précise ligne par ligne le coût de la consultation, le coût de l'intervention potentielle, sachant que ce sont des coûts estimés avec package, c'est-à-dire qu'on met une nuit de nuit en fonction de ce que nous dira le docteur. Parce que parfois on fait des myomectomies par voie ouverte, parfois on fait par laparoscopie, donc c'est moins invasif, on n'ouvre pas, donc une nuit suffit. Donc en fonction du package, on propose. On précise également qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris dans la tarification. On précise le nombre de jours que le patient doit passer en Turquie et le nombre en conséquence, du coup, l'hébergement, les services d'assistance médicale qu'on propose par voie orale pendant les consultations et également les services de traduction écrite des rapports des patients. Comme on a dit, une fois que c'est validé, la lettre d'invitation, obtention de visa. Une fois que le patient a obtenu son visa, on prépare un programme de rendez-vous détaillé qui est déjà fixé à l'avance. Donc le patient reçoit 3-4 pages de programme détaillé pour chaque jour avec les horaires, l'heure à laquelle on doit quitter l'hôtel, le nom du médecin, qu'est-ce qui va se passer dans cette séance-là, dans ce rendez-vous-là, notamment pour une myomectomie, on va d'abord programmer une consultation, il y aura une échographie. Parfois, des fois, les médecins demandent aussi un scanner abdominal, pas total, mais plutôt inférieur. On leur dit s'il faut être à jeun, on leur précise tout ce détail-là. On leur informe dans ce programme-là la prise en charge à l'aéroport, donc c'est-à-dire que tout est détaillé avec des images. On leur envoie des vidéos aussi également qui leur expliquent qu'une fois qu'elles ont ou ils ont récupéré leur bagage ou aller rejoindre notre transporteur qui va l'accompagner à l'hôtel. Pour chaque patient, pour être transparent, nous sommes une entreprise à taille humaine, j'accueille personnellement chacun de mes patients. Même si ce n'est pas moi qui va l'accompagner pendant les consultations. Ouais. C'est des personnes de mon équipe, moi j'en accueille aussi. Les cas les plus difficiles, je les accueille parce que c'est important, je maîtrise quand même pas mal de rouages sur quasiment toutes les spécialités dont je vous ai parlé parce qu'on en a tous fait. Et donc c'est important pour moi à ce niveau-là. Et donc le patient arrive à l'hôtel, on les accueille, on leur offre un repas. Toujours, c'est systématique chez nous. Et on l'installe à l'hôtel. Le lendemain, on va faire les consultations. Un autre point important que j'allais oublier, c'est qu'avec le programme de rendez-vous qu'on leur envoie,
Donc comme on sait qu'elle vient pour une myomectomie, on fait un rapport, on le partage aussi des rapports et des formulaires d'anamnèse médicale en français. Donc vous avez des formulaires concernant, l'anesthésie. Nous avons des informations concernant l'opération elle-même, qui va comporter les risques, les complications à court terme, à moyen terme, les engagements que le patient va prendre au niveau de l'hôpital. Parce qu'en fait, tous ces formulaires d'anamnèse sont en fait normalement signés à l'hôpital en turc et en anglais. Malheureusement, pour être transparent par rapport à ça, les hôpitaux avec lesquels on travaille, ils ont beau être les meilleurs hôpitaux de Turquie, ça reste une structure hospitalière, évidemment, qui a pour but de servir ou proposer des services médicaux, mais ce sont aussi des structures financières. Mhm. Il y a quand même un roulement qui accueille déjà des patients locaux. Et en fait, vous avez des médecins parfois et une organisation en interne qui est très cadrée. Donc, ils ont des rendez-vous du matin au soir. C'est-à-dire que nous, en tant que société, on prépare, quand je vous ai parlé dans le call, l'anamnèse, on prépare les formulaires avec le patient et tout est informé. Et quand le patient arrive à l'accueil, on échange encore à nouveau en détail sur leurs besoins et leurs ressentis. Ça nous permet en fait tout simplement le jour J, quand on va à l'hôpital, de, d'aller à l'essentiel. Parce que bah, il suffit qu'il y ait une urgence, le médecin doit sortir tôt, bah, les 20 minutes de consultation qui étaient dédiées parfois ne sont pas forcément respectées. Ou alors parce que bah, le médecin lui-même est en retard, il rentre en intervention, il y a des choses. Donc on gère tout ce process-là. Et ça, c'est vraiment trop important pour nous parce que ça permet en fait aussi aux patients d'être préparés. C'est-à-dire que souvent, il y a aussi une chose, c'est que les patients, quand ils sont face au médecin, ils sont muets. Ils n'arrivent pas à dire Ouais. parce qu'ils sont un peu Intimidé, intimidés, ouais. Il ne pose pas de et donc questions. voilà, c'est ça. Et nous, le fait de préparer tout en amont vraiment de manière détaillée, ça nous permet tout simplement d'aller à l'essentiel et de permettre au médecin de poser le meilleur diagnostic possible. Et donc du coup, on informe en détail ces patients-là par rapport à ça. À la fois organisé de notre côté, mais comme il y a déjà des rouages en interne, les timings sont serrés à l'hôpital. Donc, on prépare tout en avance. C'est-à-dire que le jour à l'hôpital, si vous passez pas par nous et par exemple vous passez directement à l'hôpital, parce que les hôpitaux ont aussi leur Ouais. service de traduction en interne. Et en fait, bah, vous avez rendez-vous pour l'opération à 8 heures, par exemple. Vous allez être à l'hôpital à 6h30 pour faire votre entrée administrative. Et là, ce qui se passe, c'est que vous montez en chambre, l'infirmière va arriver, va vous faire l'intraveineuse. Elle va vous poser quelques petites questions d'anamnèse, pareil, pour assimiler un peu le cas. Et en fait, vous avez une demi-heure pour descendre au bloc. Le temps de vous habiller, vous préparer et signer les 20 papiers d'anamnèse médicale où on mentionne les risques parfois de complications au niveau de l'anesthésie, au niveau de l'opération elle-même. Les patients signent et le traducteur de l'hôpital ne peut pas prendre le temps, même s'il veut, avec sa meilleure volonté qu'il peut avoir. Ce sont des gens avec qui on travaille. Il n'a pas le temps parce que le bloc attend. Si on n'est pas au bloc si on n'est pas au bloc attend, eh ben on va tout décaler. Alors que nous, le fait qu'on envoie ces anamnèses médicales à l'avance et qu'on prend le temps aussi de les lire avec le médecin, avec le patient, avant même d'aller à l'hôpital, ça nous permet en fait tout simplement de préparer le patient et de lui expliquer voilà, sur tout le process. Donc c'est un peu et donc voilà, donc on fait l'opération à ce moment-là. Une fois que tout est réalisé, on envoie aux patients les médicaments quand ils sortent de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? En général, pareil, il y a des demandes des fois de livraison de repas, tout ça, évidemment, c'est des choses qu'on fait, très trop important. Parfois, c'est eux qui le demandent, ils le payent. Nous-mêmes, de notre propre gré, on leur offre des repas régulièrement en général. Franchement, c'est pas des choses qui nous posent problème à ce niveau-là. C'est un minimum d'hospitalité qu'on pourrait avoir. Et après, une fois que le patient est rentré à l'hôtel, on refait une consultation de contrôle souvent avec les médecins et on lui donne des instructions à suivre quand il va rentrer chez lui ou elle va rentrer chez lui. Et avant de partir, évidemment, on prépare tous les rapports en français qui sont partagés sous format papier, dans l'ordre et avec format digital aussi également, qui nous permet en fait tout simplement, bah, dans 6 mois, quand il y a un souci ou quand il y a un échange, on arrive à retrouver tout ça pour qu'on puisse répondre aux besoins, aux questions du patient. Alors, Monsieur Mourat, nous nous sommes longuement appesantis sur la question de la FIVET. Parlons également du check-up médical, parce que dans notre culture, on n'a pas toujours tendance à faire son check-up médical. On attend que la douleur s'installe pour consulter. Alors, qu'en est-il des check-up médicaux? Alors, les check-up, donc ça va dépendre tout simplement, je parlais pas mal surtout du paquet standard qu'on propose à nos patients. Donc, c'est un paquet standard qui va comprendre un certain nombre d'examens sanguins, un certain nombre d'examens radiologiques, notamment au niveau des examens sanguins, on a tout ce qui est plaquettes sanguines, bien évidemment.
regarder le taux de glucose, le taux de sucre, la moyenne des 3 derniers mois. On va regarder la fonction de certains organes, le foie, le rein, que ce soit dans l'urine ou dans le sang. On va regarder certains marqueurs d'infection, on va regarder certains marqueurs de vitamines. Donc il y a tout un panel bien détaillé. Ensuite, on a des examens radiologiques qui va nous permettre de corréler justement avec les examens sanguins. Notamment, vous avez les échographies abdominales où on regarde les reins, pardon, le foie, la vésicule biliaire, l'abdomen en elle-même, la vessie. Et en fait, ça nous permet en fait de corréler par exemple les images. Par exemple, on a 9 patients sur 10 quand ils arrivent, et ça c'est très très commun, qui vont avoir un petit kyste au niveau du rein. Donc souvent, ces petits kystes-là, ça peut être 2 mm, 3 mm. Et le médecin, la première chose qu'il fait, c'est de voir les fonctions des reins dans les examens sanguins. Si la taille est petite et que la forme n'est pas difforme, disons, et que les fonctions sont bonnes dans le sang, on conseille de faire un contrôle. Donc l'idée à chaque fois, c'est que dans les examens sanguins, on fait une corrélation avec les images. Donc échographie abdominale, ensuite on a pour les femmes une échographie mammaire et mammographie, pour celles qui ont plus de 40 ans, parce qu'on ne fait pas de mammographie pour les personnes qui ont moins de 40 ans, c'est interdit, à moins qu'il y ait un cas, il y ait une masse ou il y ait une lésion qu'on a déjà déterminée dans le cadre d'une écho avant. Ensuite, on fait une échographie de la thyroïde, de la même manière qu'on va corréler avec les examens sanguins de la thyroïde. Et on va réaliser une radio panoramique dentaire au niveau des examens. On fait une radio du thorax et des poumons dans le paquet standard que nous proposons. Et par exemple, pour ça, on a besoin d'une demi-journée. Le patient vient à jeun. On fait aussi un électrocardiogramme. On a besoin d'une demi-journée pour pouvoir faire ces examens-là. Et le lendemain, en fonction du programme et disponible des médecins, on réalise les consultations en corrélation grâce aux résultats. Et dans ces consultations-là, notamment, donc on a le cardiologue qui va aussi réaliser une échocardiographie et analyser les examens sanguins. On a pour les dames une consultation en gynécologie qui comprend aussi un test du frottis pour le cancer du col de l'utérus. Ensuite, pour les hommes de ce côté-là, vous avez plutôt le service urologique. On fait une consultation en urologie pour pouvoir détecter le prostate, pour analyser la vessie, les reins aussi également de ce côté-là. Ensuite, on a une consultation avec la dentiste qui fait juste un check-up, qui regarde à la fois en bouche et à la fois la radio panoramique qu'on a réalisée pour pouvoir émettre aux patients les examens, enfin les traitements à réaliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une consultation en nutrition et diététique avec une pesée qui va déterminer le taux de graisse, le taux de liquide, le taux de muscle dans le corps. Et suite à cela et suite à l'analyse des examens sanguins, notamment surtout par rapport au sucre dans le sang ou éventuellement au cholestérol, qui fait partie aussi des examens sanguins, elle propose un programme diététique. Après avoir fait tout ça, donc en une demi-journée, en fonction des disponibilités, on arrive à terminer une deuxième demi-journée, on arrive à terminer le check-up standard. Parfois, ça peut aller jusqu'au 3e jour parce que l'un des médecins n'est pas disponible à cette période-là. Donc, on demande par exemple pour ce paquet standard une présence d'une semaine. Si le patient n'a zéro problème, 3 jours, ça suffit. Mais si jamais il y a d'autres examens qui sont demandés par les médecins, notamment par rapport au cœur, par rapport à la thyroïde, si on voit que finalement il y a un nodule et que c'est un peu difforme, c'est un peu suspect, et qu'on voit dans le sang que tout n'est pas très bon, peut-être une biopsie est proposée. Donc on demande souvent une semaine de présence aux patients à ce niveau-là pour les check-ups. Alors, Monsieur Mourad, aujourd'hui vous êtes au Gabon. Pourquoi concrètement? Alors pourquoi le Gabon? Dans un premier temps, il faudrait dire que mon premier patient médical est venu du Gabon. Et c'est un peu grâce à cette personne-là qui est venue, qui a été contente, qui a conseillé à ses amis, à sa famille, à ses collègues de travail qu'on a développé notre activité. Le Gabon actuellement représente à peu près, les patients gabonais représentent à peu près 50-60% de nos patients. On a des patients qui viennent aussi du Congo-Kinshasa, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun aussi, Côte d'Ivoire également. Mais c'est vraiment surtout beaucoup de patients qui viennent du Gabon et du Congo-Kinshasa où je me déplace la semaine prochaine. Et ma présence ici, elle est trop importante parce que nous savons qu'actuellement, le Gabon, via la CNMGS, évacue des patients en Turquie, au Maroc et en Tunisie. Et effectivement, le but de ma présence, au-delà de communiquer en B2B comme ça avec vous, c'est aussi de pouvoir mettre en place un partenariat corporate avec la CNMGS et des sociétés d'assurance privées qui prennent en charge certaines évacuations aussi dans le cadre de la voie publique, etc. Donc, on a rencontré quasiment toutes les structures, ça s'est très bien passé.
Mais le but vraiment, c'est de pouvoir rencontrer la TMGS parce que le patient gabonais, actuellement, quand il part en Turquie, au Maroc ou autre, la partie médicale, elle arrive à se gérer tant bien que mal. Ça se gère. C'est-à-dire que dans les hôpitaux dans lesquels nous travaillons, comme ce sont vraiment des très très bonnes structures, le patient, médicalement, il est pris en charge. S'il y a un souci, il faut opérer, il faut enlever une petite tumeur, il faut enlever, mettre une prothèse de la hanche au patient, ça se fait, il n'y a pas de problème. Le besoin qui est primordial au patient, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que quand vous contactez directement l'hôpital et que vous réalisez tout ça, le service de l'hôpital s'arrête à la porte de de l'hôpital. l'hôpital. Derrière, il n'y a plus rien. Ils ne peuvent pas. Le salarié de l'hôpital, le traducteur de l'hôpital, à 21h, quand le patient a besoin d'un médicament ou a besoin, des fois, des patients qui m'appellent à minuit 30 pour me demander un papier toilette. Parce que le pauvre papy qui est venu du fin fond de Vitam, qui est venu ici, il n'est pas capable de communiquer, mais il a un besoin, il est aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Non, on se lève, on appelle l'hôtel, on envoie. Des fois, ils nous demandent, ils ont un problème à 3h du matin, il faut se déplacer, il faut aller aux urgences, parce que le salarié, à 3h du matin, il n'aime pas son téléphone. Nous, comme nous sommes une équipe à taille humaine et que moi-même, personnellement, en tant que dirigeant de la société, je suis très présent, je ne peux pas me permettre de ne pas répondre. Donc déjà, sur la partie extra-médicale, hors horaire de travail, on est là. Ensuite, il y a tout ce qui est hors médical aussi également, c'est que les patients ont besoin d'être d'échanger, ont besoin d'être rassurés. Ça, c'est beaucoup trop important parce que déjà, le côté psychologique, quand un patient va à l'étranger, un patient qui parfois même du Gabonais qui est peut-être venu peut-être 3 fois, 4 fois à Libreville dans sa vie, quand il va à l'étranger, il est déjà très stressé parce qu'il a une maladie, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas comment ça va se passer, il va dans un pays qu'il ne connaît pas, donc c'est déjà très très stressant. Donc nous, on aide aussi psychologiquement le patient avec déjà l'accueil, le repas qui est offert, la présence quotidienne. C'est-à-dire que quand on a un patient qui est venu, qui a fait son rendez-vous et que son prochain rendez-vous dans une semaine, pendant ces 6 jours de laps de temps, moi, ce patient-là, je vais le voir tous les jours à l'hôtel. Même si c'est à 22h du soir ou 23h du soir que ma journée était très remplie, j'appelle le monsieur ou le patient pour dire est-ce que ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose. On leur demande de venir à la réception, on leur offre un petit café, on échange et on prépare psychologiquement parce que c'est dans ces moments-là, quand ils sont un peu plus à l'aise, où ils commencent à discuter, à poser les questions qu'il faut par rapport à l'opération. Donc, et ça nous permet, nous, compte tenu de notre expérience aussi au niveau médical, sans prendre la place d'un médecin, on leur donne ces informations-là. Et ça, c'est un point très important et ça rassure. Et pour être transparent ici, moi, comme je dis, voilà, je suis né en France, je suis turc, et on a ce côté famille qui est trop important. J'ai grandi avec mes grands-parents. Mon grand-père a été hémiplégique quand j'avais 6 ans. À 7 ans, j'accompagnais mon grand-père pour aller chez l'orthophoniste. Je l'accompagnais pour aller chez le kiné. Quand le médecin arrivait à la maison pour pouvoir discuter avec eux, faire sa consultation, je traduisais avec. Mon grand-père, quand il ne pouvait pas se baisser, je me baissais pour lui faire mettre ses chaussettes. Donc on a ce côté où j'ai moi personnellement ce côté où un patient, quand il ne peut pas se baisser, parce que c'est des patients, je vous avoue, ça m'est déjà arrivé de déshabiller les patients. Parce que ce n'est pas le travail de l'hôpital et ce sera ni le travail du traducteur de l'hôpital ou de n'importe quel salarié de n'importe quelle grande structure. À la fois que ce soit mon éducation et ma vision de la chose et surtout aussi la taille humaine de ma société, il y a des choses que beaucoup de personnes ne feront pas, que je fais. Parce que le patient en a besoin en fait au-delà de ça. C'est même pas une question de allez, c'est mon entreprise, je dois travailler sinon je veux gagner de l'argent. Non, c'est vraiment il a besoin et je le ferai parce que le traducteur ou le technicien en radiologie ne va pas le faire. Il ne va pas se baisser pour enlever les chaussures du patient ou de la patiente. Déshabiller, c'est la même chose, mais le monsieur, il ne peut pas. Sauf qu'en fait, vous avez rendez-vous, il y a encore des gens qui attendent derrière l'IRM, chacun son tour. Et à la fois pour faciliter l'opération, mais à la fois parce que le monsieur ou la dame en a besoin et on le fait, et j'en ai pas honte et j'en suis même fier de pouvoir le faire en fait. Parce que c'est un besoin et je me dis que je me mets aussi à leur place. Et ça, c'est le côté humain, il est trop important. Et la CNAMGS, donc c'est pour revenir à ça, c'est que on est venu pour ça, pour travailler avec eux, et c'est ce qu'on aimerait leur proposer. Et pour être transparent, je n'ai pas pu les avoir encore pour le moment. Je sais qu'ils sont très chargés, il y a eu des changements en interne, ce n'est pas évident. Mais dans tous les cas, c'est mon but en fait. Voilà. C'est pourquoi le Gabon, c'est la CNAMGS et d'autres partenaires pour développer notre activité. Voilà, Monsieur Mourad, notre émission tire à sa fin. Avant de clore, peut-être un dernier mot.
Bon, mais écoutez, merci beaucoup vraiment, pour votre accueil. Ça a été un plaisir. Je parle beaucoup, c'est un peu long peut-être que je ne sais pas. J'espère que les personnes, les auditeurs vont pouvoir comprendre tout ce Ben, que vous j'ai êtes pu là dire. pour communiquer. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, sur notre site medantravel.com, par WhatsApp sur mon numéro qu'on pourra communiquer, je pense, sur la partie digitale Mais de vous la pouvez radio. même, vous pouvez communiquer. OK, plus 90 507 168 51 62 par WhatsApp, qui n'hésite pas à m'écrire. Si jamais je ne réponds pas tout de suite, ce sera quelqu'un de notre équipe qui le fera. On est très, très chargé et c'est aussi ça un peu le problème, c'est que des fois on a des demandes qui viennent vraiment, de la part de nos patients, mais comme on a une présence quotidienne, très, très ponctuelle et très, très régulière avec nos patients, des fois je délaisse cette partie commerciale. On a une demande à laquelle franchement on n'arrive pas à répondre parce que, bah, je travaille quasiment 14-15 heures par jour et je préfère en fait finalement, bah, m'occuper de mes patients qui sont sur place que plutôt de vendre une prestation. Donc faut pas s'inquiéter si jamais ils nous appellent ou ils m'envoient un message, qu'ils n'hésitent pas à me relancer, c'est important. Voilà. Voilà, madame, monsieur, c'est sur ces mots que se referme notre émission consacrée à la découverte de Med and Travel, société d'assistance médicale en Turquie, représentée ici par monsieur Murat Faraz, directeur général. Merci à l'équipe technique du jour qui était composée de Wilfried Zo à la réalisation et Rita Matsonga à la présentation. Je suis Liliane Amiens-Yangon. Merci de vous avoir suivis.